Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rind, qui le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau, qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les Égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudoxe et bien d'autres. Et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind. Donc je ne vous en parlerai pas deux fois. Mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'Égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait de la théorie. C'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque, encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouverez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Phérécyde, et dans laquelle il disait à Phérécyde, si toutefois cette lettre était authentique, qu'il n'aimait pas écrire, et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërce, où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Voyez. Donc, la mathématique égyptienne, dans le papyrus de Moscou, révèle deux problèmes. Le problème contient deux problèmes, parmi d'autres. Un problème sur le tronc, le volume, le calcul du volume du tronc de pyramide. Pour calculer le volume du tronc de pyramide, vous savez que c'est égal à 1/3 de H, facteur de A2 plus AB plus B2, A et B étant, si vous voulez, les côtés des carrés du sommet et de la base. Donc, vous avez là une expression analytique à laquelle il est impossible, n'est-ce pas, d'accéder par pur empirisme. Il n'est pas possible d'atteindre une telle expression analytique par des considérations empiriques. La preuve, la géométrie mésopotamienne, qui est une géométrie inexacte et qui est une géométrie empirique, a donné du volume du tronc de pyramide une formule qui n'est pas approximative mais qui est grossièrement fausse. Par exemple, la mathématique mésopotamienne donne le volume V égale H sur 2 et non pas sur 3, facteur de A2 plus B2 et le terme AB est oublié. Donc, c'est une formule qui est tout simplement inexacte. Et voilà l'exemple d'une mathématique empirique. Et il en est de même, le même papyrus contient le problème, donc un autre problème, c'est l'exercice numéro 10 qui porte sur le volume de la sphère. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés aux mathématiques, les mathématiciens qui sont dans la salle, savent combien il est difficile d'étudier les surfaces courbes et ils savent surtout qu'on ne peut pas donner la formule rigoureuse de la surface de la sphère comme les Égyptiens l'ont fait dans l'exercice numéro 10 du papyrus de Moscou
c'est-à-dire donc 4πr2, qui est la formule moderne, de même que la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour le tronc du volume de pyramide correspond à la formule moderne. Eh bien, vous savez bien qu'une telle formule, on ne peut pas y accéder, justement, par des voies empiriques. Rien que ces deux exemples montrent donc le côté hautement théorique de la mathématique égyptienne.